semaine pour de nouvelles aventures d'informations d'ici et d'ailleurs. Bienvenue au 13h de Canal 3 Bénin. Dans les titres, 2 documents en un, moins de dépenses pour les maires, un suivi sanitaire sur 18 ans. C'est ainsi qu'on peut résumer la présentation du nouveau carnet de santé de l'enfant, en vogue depuis quelques temps maintenant dans les formations sanitaires. Intérêt et innovation d'une réforme dans un élément réalisé par la direction régionale Boycon de Canal 3 Bénin, tenue de main d'impératrice par Imet Hélène Amoussou. Nous sommes toujours dans la dynamique du 2 en 1 avec Imet Hélène Amoussou toujours. Mais nous passons de la santé à l'éducation avec le lancement du projet soutien à l'enseignement secondaire qui va construire 175 modules de 4 salles de classe et 370 latrines à 4 cabines dans 6 départements du Bénin. Le lancement du projet a coïncidé avec la remise officielle des sites de construction. Détails à suivre. Maintenant, fête et développement dans la commune d'Abomey-Calavi ce week-end. Les natifs des différents quartiers Wawata situés dans l'arrondissement de Zimvier ont célébré leur fête identitaire ce dimanche. Particularité cette année, point de division, communion et partage. Belgedor Radio nous parle de l'ambiance entre gens qui ont finalement retrouvé le sens de la fraternité. Vous avez choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Il est aux dimensions d'un cahier d'activité pour les cours primaires. C'est pourtant un document qui est utile loin des salles de classe. Le nouveau carnet de santé de l'enfant, qui sert en lieu et place de 2 anciennes pièces, est en circulation dans les formations sanitaires au Bénin depuis quelques mois et déjà. Vous y trouverez, si vous ne l'avez pas encore vu, des éléments renseignant sur le profil sanitaire de son propriétaire sur les 18 premières années de vie sur Terre. Mieux, ses parents et ses frères y ont aussi une place et des compartiments sont dédiés justement à ses antécédents familiaux. Et ça arrange à la fois l'administration de santé, les maires qui d'ailleurs en font un témoignage dans cet élément, puis aussi les usagers des différents centres de santé visités par Imet Hélène Amoussou qui nous a réalisé ce document. Récemment institué par le ministère de la Santé, le nouveau carnet de santé est déjà en circulation dans toutes les formations sanitaires de notre pays. C'est un document qui répertorie de nombreuses informations sur l'état de santé de l'enfant, celui de ses frères et sœurs et du couple parent. Les renseignements qu'il comporte retracent l'historique de la santé de l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'intérieur, on a tout ce qui concerne l'enfant, la maman, le père, et c'est un carnet qui a les antécédents familiaux. Avant, on avait 2 carnets. Le carnet de santé, surtout, c'est la femme qui utilise que la femme a conçu. Et après, si l'enfant tombe là, on a un autre carnet, on parle carnet de soins. Le nouveau carnet, le délai, c'est 18 ans. Donc, ça nous avantage parce qu'on va payer carnet de 1,50 et on utilise jusqu'à 18 ans. Vous voyez, non? Le nouveau carnet de santé vient remplacer 2 documents préexistants, à savoir le carnet de soins et le carnet de santé. Excepté les antécédents familiaux, il renseigne également sur les consultations effectuées, les affections dont a souffert le détenteur, les soins et traitements administrés, la croissance et plusieurs autres détails importants. Ça renseigne sur le groupe sanguin, les examens, les pathologies liées à la grossesse pendant le suivi de la grossesse de l'enfant, le régime alimentaire, l'hygiène corporelle et l'allaitement maternel. Et c'est que quand on prend le carnet, on doit avoir toutes ces informations, la planification familiale. Dans le carnet, il y a des images ici par rapport à l'enfant qui sont des signes de danger. Donc, dès que l'enfant présente un signe de danger, elle sait ce qu'il faut faire. Il faut qu'elle aille rapidement aux soins. Toutes ces informations sont renseignées dans ce carnet. Et ce qui peut permettre à l'enfant de mieux se suivre. Un enfant qui a un père diabétique ou hypertendu est prédisposé à ces maladies-là. Et quand on va prendre le carnet, l'enfant présente tel signe, donc c'est peut-être parce que son papa est diabétique qui présente tel signe. Donc il faut faire des investigations dans ce sens pour éviter des complications. Et l'enfant aussi doit savoir que je suis prédisposé
au diabète ou à l'HTA, je dois me comporter comme ça, je dois m'alimenter comme ça, je dois éviter telle chose. Ça nous permet à nous, agents de santé aussi, de ne pas oublier certaines choses et de ne pas brûler d'étapes aussi en ce qui concerne le suivi du nouveau-né. L'autre information capitale contenue dans le carnet de santé est le calendrier vaccinal. Celui-ci a été revisité et complété. Il propose au bout de 6 rendez-vous bien précisés des vaccins qui renforcent beaucoup plus que précédemment l'immunité de l'enfant. Le vaccin rotavirus, introduit en décembre dernier par exemple, protège contre les affections diarrhéiques. Dès la naissance, là, on fait BCG. Donc ça, c'est contre la tuberculose. On donne ça aux enfants et on leur donne aussi du polio et contre la poliomyélite. Ça, c'est dès la naissance que nous faisons ça. Maintenant, quand l'enfant a 6 semaines de vie, on lui fait Penta 1 et PCV 13 1. On lui fait Rota 1. C'est un nouveau vaccin qu'on a introduit en décembre passé. Et ça, c'est contre les affections diarrhéiques. À 10 semaines de vie, on répète cela, deuxième dose de Penta, PCV 13, Rota et polio. À 14 semaines de vie, c'est la troisième dose de Penta, rotavirus, polio et PCV 13. Et après, maintenant, on leur donne rendez-vous pour 6 mois pour leur donner de la vitamine A. C'est à cause de la croissance. Et à 9 mois, maintenant, on le fait Rovas, c'est-à-dire vaccin contre la rougeole et la rubéole. Véritable dossier de santé sur l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Le nouveau carnet de santé est illustré et permet une meilleure appropriation de son contenu par les parents non instruits. Les informations qu'il met à disposition de tout médecin édifient et peuvent lui permettre un diagnostic beaucoup plus précis au moment opportun. C'est dire donc que le nouveau carnet de santé permet un meilleur suivi de l'enfant. Vous l'avez dit, Maître. On va passer maintenant à autre actualité. Il y aura bientôt dans 6 départements du Bénin environ 175 modules de 4 salles de classe et 370 latrines à 4 cabines de nouveau. Et ce sera l'issue du projet soutien à l'enseignement secondaire dont la phase active a d'ailleurs été lancée samedi à Abomey. C'est le ministre Maounion Kakpo lui-même qui a satisfait à cette formalité officielle qui aussi a tenu lieu de remise de sites officiels pour la construction des infrastructures annoncées. En soumet à ce projet qui va coûter environ 16 millions d'euros, l'Agence française pour le développement. On va retrouver Imet Hélène Amoussou. Le projet est annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement. Il est dénommé « Soutien à l'enseignement secondaire ». Au lycée Weba d'Abomey ce vendredi, le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle est allé remettre les sites aux entreprises ayant à charge la construction des modules de classe. Cette cérémonie marque le lancement officiel du projet sur toute l'étendue du territoire national. La mise en œuvre du projet SENS va permettre de renforcer les capacités d'accueil des apprenants et améliorer l'environnement de travail dans les établissements secondaires au Bénin. Le projet SENS, le soutien à l'enseignement secondaire au Bénin, avec son prédécesseur, le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, ce sont au total plus de 17 milliards de francs CFA engagés par l'Agence française de développement dans le pays pour renforcer les dispositifs d'accès à l'éducation secondaire, mais également la qualité de l'enseignement, à travers notamment le renforcement des dispositifs de pilotage, de gestion des établissements, mais aussi de formation. Financé par l'Agence française pour le développement AFD, le projet soutien à l'enseignement secondaire à travers sa composante 2 va permettre l'érection dans 6 départements de 175 modules de 4 salles de classe et 370 blocs de latrines à 4 cabines. Les départements concernés sont le Borgou, la Libori, l'Ouémé, le Plateau, le Zou et les collines. La réalisation de ce projet va rehausser la qualité de l'enseignement secondaire et confirme par ailleurs la volonté du gouvernement de faire du secteur de l'enseignement secondaire une priorité dans sa politique de développement. Mon département bénéficiera de 45 modules. Ça fait x4, ça fait 180 salles de classe que nous devons avoir d'ici fin septembre, selon ce qu'on m'a dit. Et à la rentrée prochaine, les élèves doivent pouvoir en disposer. Monsieur le ministre, nous sommes très satisfaits de ce que nous allons faire dans ce sens et permettre
dès la rentrée prochaine, à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Vous comprenez ainsi, mesdames et messieurs, l'importance qu'accorde le gouvernement au secteur de l'éducation, surtout à son volet accès et maintien à l'école. Avec notamment l'installation du Conseil national de l'éducation, c'est ainsi une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'école béninoise. Et bientôt, nous allons davantage être fiers de notre école. Dans le Zou, 8 communes seront impactées à travers 25 collèges et lycées. Ce sont à terme 50 000 apprenants qui verront leurs conditions d'études améliorées. Les entrepreneurs présents à cette cérémonie ont pris l'engagement de respecter le délai contractuel qui est de 10 mois et de livrer des ouvrages de qualité. Maintenant, nous allons découvrir Porto Novo et son nouveau visage. Il a changé, nous apprend Aymar Khodonou qui va nous aider à faire une randonnée cet après-midi. Mais attention à là où vous mettez les pieds. La capitale politique du Bénin est toujours en chantier. Les panneaux de déviation inondent la ville aux 3 noms. Mais que c'est beau déjà aux yeux des populations de cette cité, présentée par notre reporter comme une vieille ville naguère oubliée. Porto Novo d'hier à maintenant, un document réalisé par la rédaction délocalisée de Canal 3 Bénin dans l'Ouémé le Plateau. Voici le nouveau visage de Porto Novo. De larges routes tracées çà et là, des carrefours soigneusement verdis et cerises sur le gâteau, un éclairage solaire qui illumine la ville à la tombée de la nuit. Porto Novo, la vieille ville, présente désormais le visage d'une cité attrayante. Cette grande mue a démarré il y a 3 ans avec le projet asphaltage du régime du président Talon. Du presque rien en matière d'infrastructures routières il y a peu, Porto Novo compte aujourd'hui plusieurs routes en cours d'achèvement et dont la principale est la traversée de la ville qui débouche sur la commune d'Apromisreti. Tous ces projets ont démarré, ou disons le principal, le premier a démarré depuis octobre 2017 avec le projet communément appelé projet PPP. C'est l'aménagement de la voie qui relie le carrefour Ponto au carrefour Misrete. Donc un aménagement en 2x2 voies de 12 km 600. Le plus important en termes de nombre de rues est le projet d'asphaltage composé de 10 rues à aménager et sur un total de un peu plus de 22 km. Et dans ces 22 km, vous avez à peu près une dizaine de kilomètres d'aménagement en 2x2 voies et environ au total 15 km également de voies à bitumer. Et le reste est en pavé. Donc c'est vous dire l'importance de ce projet pour effectivement toute la ville, parce que c'est pas évident effectivement pour les populations qu'un projet embrasse autant de rues à la fois. À toutes ces routes s'ajoute la rocade, un rêve longtemps caressé par les portonoviens et dont les travaux ont aussi démarré. La rocade, c'est à peu près comme une voie de contournement ou une voie alternative à la voie principale, la RNE 1, numéro 1, qui part donc de Ponto et qui poursuit jusqu'à Misrete. Cette voie prend son origine au carrefour Beau Rivage, passe dans le quartier Djassin, et par Louo, par Dowa, et donc croise encore la RNE 1 vers la clinique El Fateh, voilà, dans le quartier Akonaboué. Donc vous voyez, ça veut dire que tous ceux qui viennent de Porto et qui veulent se rendre directement à Misrete et continuer la RNE 1 ne seront plus obligés donc de traverser l'agglomération par la voie principale RNE 1. Ils peuvent prendre ce contournement directement, qui est une 2x2 voies également, et donc ça soulage parfaitement donc la traversée de la ville. Avec ces routes bien tracées, bitumées et éclairées, les portonoviens découvrent une nouvelle ville dont ils sont fiers. Ce qui se fait aujourd'hui, avec l'avènement Talon, vraiment, on a vu ça maintenant. Est-ce qu'on a même vu? Si on doit être sincère,
ils travaillent. Laissons les rancœurs, laissons les petits problèmes de personnes, mais ils travaillent. Il m'a émerveillé. Sinon, je ne l'avais pas à cœur, en toute sincérité. Moi, personnellement, je ne parle pas politique, mais je dis pour Porto-Novo, tous les fils de Porto-Novo doivent être actuellement contents. Louer l'Éternel qui a pu mettre sur notre chemin maintenant quelqu'un qui arrive pour nous essuyer les larmes. Parce que maintenant, on est fiers. Vous voyez à travers la ville maintenant, il y a des rues qui se tracent. Des gens qui ne peuvent même pas se déplacer. Maintenant, ils ont vu qu'il y a un grand changement à travers Porto-Novo. Les voies se tracent. Dans les communes riveraines de Porto-Novo, l'on est tout aussi fier du président Patrice Talon. Vous savez, il y avait des nids de poules, je veux dire des trous, ça et là, sur l'ancienne voie qui quittait Porto-Novo pour Accra-Missirité. Aujourd'hui, cette ancienne voie a été doublée, bien sûr, mais ces nids de poules faisaient tellement de victimes que j'ai baptisé ce tronçon Porto-Novo Accra-Missirité comme un mouroir, parce que chaque soir, il y avait l'ambulance qui est chargée, bien sûr, de transporter, de référer les victimes à l'hôpital de Porto-Novo. Donc aujourd'hui, on est en paix. Il n'y a plus l'alerte d'ambulance chaque jour. Et donc, c'est vous dire que la construction de ce tronçon de 12 km 600, bien sûr, aujourd'hui apparaît beaucoup d'accidents que connaissaient les usagers sur cette voie. C'est vous dire que c'est une grande joie pour toute la communauté de l'Ouémé et du plateau. Parce que d'abord, Accra-Missirité, c'est le carrefour, c'est la porte d'entrée de la vallée, c'est également la porte d'entrée du plateau. Naguère perçu comme un gros village, Porto-Novo prend désormais les traits d'une ville moderne. Au-delà des grains de beauté qu'elle représente, ces routes constituent une valeur ajoutée pour l'économie de la ville, pour les banques, sociétés, entreprises et commerces qui n'intervenaient qu'à Cotonou. C'est désormais la ruée vers Porto-Novo. Emma Rodono. Ouvrons maintenant la page politique. 2 sujets au chapitre. Le premier, c'est l'actualité du moment, ce sont les mouvements politiques migratoires. Des militants du Parti Union Sociale Libérale de Lalo dans le Koufo qui sont allés grossir les rangs du Parti Bloc Républicain samedi. La raison, disent-ils, c'est qu'ils en ont marre de souffrir. Mais de souffrir de quoi? Élément de réponse dans ce reportage de Geoffroy Messin et de Florando. La ruée de militants et autres leaders de formations politiques de l'opposition vers la mouvance présidentielle se poursuit. Ici, dans la cour de l'école primaire publique centre de Lalo dans le département du Koufo, ce sont des militants et pas des moindres de l'Union Sociale Libérale, USL, parti de l'opposition, qui tournent le dos à cette formation politique pour faire leur entrée officielle au sein de la mouvance présidentielle. L'USL existait bel et bien dans la commune de Lalo. Nous avons décidé de militer du côté du pouvoir en place parce que trop c'est trop. Nous avons souffert trop à Lalo ici. Nous aussi, nous avons besoin du développement. Les désormais anciens militants et leaders de l'USL de la commune de Lalo, pour entrer au sein de la mouvance, ont choisi de se mettre derrière le cheval cabré. Pour eux, le Parti Bloc Républicain est la meilleure porte d'entrée à la mouvance et une famille politique fortement ancrée au sein de la masse populaire. Mesdames et messieurs, notre adhésion ce jour aux idéaux du Bloc Républicain
ne saurait être perçue comme un scandale. Elle devrait plutôt être appréhendée comme un acte de grand discernement et de lucidité politique des ex-militantes et militants USL de l'ALO, organisés à travers les 268 sous-cellules. Le parti auquel nous adhérons aujourd'hui est le parti des jeunes et des femmes, mais pas seulement. Il est un véritable incubateur de démocratie, de libéralisme et de la dimension républicaine dans l'engagement politique. Nous, militants et militantes USL de la commune de Lalo, déclarons officiellement ce jour, samedi 25 janvier 2020, notre adhésion totale et inconditionnelle au parti Bloc républicain. En disant adieu à l'USL, ces populations sont convaincues que le seul chemin pour le développement de leur commune Lalo est Patrice Talon à travers la concrétisation des actions et projets du PAG. Vous avez fait un bon choix parce que c'est le parti du futur. C'est le parti qu'il faut pour développer notre pays. Chers nouveaux adhérents, soyez sereins et n'ayez point peur. Militantes et militants du Bloc républicain, chers adhérents, cette cérémonie qui consacre votre entrée officielle dans le parti n'est que symbole, car désormais vous êtes membre à part entière de notre parti, qui devient désormais votre parti. Au Bloc républicain, les portes restent ouvertes pour d'autres adhésions, à en croire les responsables du parti présents ici. Pour rappel, l'ALO forme avec les communes de Toviklen et de Dogbo la 12e circonscription électorale. Deuxième élément politique maintenant, c'est au sujet des femmes des marchés secondaires de Cotonou. Mobilisées samedi par le maire par intérim de la ville, elles sont allées dire publiquement leur admiration devant les réalisations de Patrice Talon, dont les actions emportent désormais leur adhésion totale et non négociable. Derrière, on peut voir la main de l'Union progressiste à travers Isidore Nyononfo qui a pris la parole pour appeler à la grande mobilisation. Tout cela, vous pouvez l'imaginer, dans la droite ligne du 17 mai prochain, date du vote pour les communales et municipales. Les actions du gouvernement sont loin de passer inaperçues. Et même les contraintes et désagréments que leur mise en œuvre pose par endroit aux populations, celles-ci considèrent que c'est le processus d'une omelette obtenue après avoir cassé les œufs. Les femmes des marchés secondaires de Cotonou, mobilisées par le maire de la ville, sont donc dans cette dynamique qui vise à remercier le chef de l'État. La maison du peuple d'Akpakpa était aux couleurs de l'Union progressiste et les effigies du parti ont été bien agitées pour traduire la détermination des femmes et de tous les acteurs politiques ici présents, mais surtout l'engagement personnel du maire Isidore Nyononfo à soutenir et accompagner le président de la République dans ses œuvres. Nous sommes résolus de poser nos pas dans les sillons de progrès que le président Talon est en train de tracer pour sortir notre pays de l'ornière.
Et la meilleure façon de le remercier, c'est de nous mobiliser derrière lui. C'est pourquoi, tout comme mes collègues, tout comme mes compagnons, mes camarades de lutte, nous sommes très fiers de vous voir très mobilisés. Et nous souhaitons que nous gardons cette ligne jusqu'au soir du 17 mai. C'est ce faisant que vous aurez accompli pleinement, vous aurez pleinement joué votre partition. Visiblement, le soir du 17 mai se prépare bien au sein de l'Union progressiste grâce à cette forte mobilisation des femmes des marchés secondaires derrière le maire de Cotonou. Chacun est reparti avec l'engagement de travailler pour une meilleure visibilité des actions du PAG. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou, était en fin de semaine écoulée dans les communes de Lalo, Dogbo, Diakotome et Aplahoué. C'est une tournée qui lui a permis, en tout cas, de se donner une idée des besoins et difficultés des collectivités territoriales décentralisées dans le département du Koufo. Et les acteurs concernés, fortement mobilisés à chacune des différentes étapes de la tournée, lui ont fourni bien de détails. Des idées de difficultés en veux-tu? Eh bien, en voilà comme qui dirait. Voici Geoffroy Messon et Florent Dou. Dans ses habits de ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou foule pour la première fois le sol de la commune de Lalo. Une présence qui est la première étape d'une tournée qu'il effectue dans le département du Koufo avec à ses côtés le préfet Christophe Bengbedji. L'œil du maître engraisse le cheval. Vous êtes venu juste, je crois que Lalo est en fait, vous avez vu comment nos femmes, nos conseillers communaux et les autres couches de la population tous se sont présentés pour vous dire bonne arrivée et vous souhaiter un bon séjour dans le Koufo. Merci monsieur le ministre, merci pour votre arrivée chez nous. À la suite des civilités d'usage, le ministre Alassane Seydou a eu droit à une présentation des conditions de travail de l'administration communale dont les agents sont au nombre de 21. Avec cet effectif, monsieur le ministre, chaque service est en même temps chef de division et collaborateur. Au jour d'aujourd'hui, au regard de l'effectif que je viens de vous présenter, aucun bureau d'arrondissement n'est fonctionnel sur les 11 que la commune compte. Ceci s'explique par le faible taux de mobilisation de ressources propres de la commune, d'une part, et d'autre part par le gel de recrutement dans les administrations communales. C'est le lieu de vous présenter mes profondes gratitudes pour avoir répondu favorablement à notre demande dérogatoire. C'est dans ces conditions, avec cet effectif réduit, sans un service de planification fonctionnel, que nous mettons en œuvre notre politique de développement avec les ressources que l'État et les partenaires mettent à notre disposition. La commune de Lalo compte 11 arrondissements et 67 villages. Les projets et actions mis en œuvre par le gouvernement pour le bonheur des populations de Lalo ont été rappelés. Il vaut mieux voir une fois que d'entendre 1000 fois. Quand on a vu, c'est plus édifiant, c'est plus sûr. Nous nous sommes déplacés parce que nous voulons savoir dans quelles conditions vous travaillez. Je suis arrivé ici, j'ai vu votre salle de réunion. J'ai vu les bureaux. Si le maire m'écrit pour demander des ressources FADER pour construire, je crois que c'est avec beaucoup plus de conviction que je vais accepter, parce que j'ai vu. Pour prendre des décisions judicieuses, des décisions vraiment utiles pour les populations, il faut voir. C'est pour cela que nous avons décidé de parcourir tout le pays. Nous avons commencé par le Zou. Après le Zou, nous sommes allés dans la Donga. Maintenant, nous sommes dans le Koufo. Dogbo, Diakotome et Aplahoué ont été les autres communes du Koufo, sillonnées par Alassane Seydou et ses collaborateurs en 48 heures. Les avancées et les freins au plein épanouissement des populations en matière de décentralisation ont été notés. Mais les communes qui n'ont pas été visitées cette fois-ci, la prochaine fois, nous allons commencer par ces communes-là. Nous tenons à leur présenter nos excuses, mais ils sont venus à la séance de synthèse.
nous avons exigé cela pour que tout le monde ait la bonne information. Je dirais au président Talon que je vous ai vu, que nous avons échangé, que vous êtes engagé à soutenir le gouvernement pour l'accomplissement de sa mission, pour l'exécution du PAG. Des engagements ont été pris de part et d'autre pour la réussite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG ainsi que des plans de développement communaux PDC. Alassane Seydou repart du Koufo avec dans ses valises plusieurs doléances des maires et autres acteurs de développement à la base. Il en voulait, il en a eu. On va rester dans cette région du Bénin pour vous parler de la première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du Mono. Le sujet principal abordé par cette séance convoquée par le préfet a trait à la formalisation foncière en République du Bénin. Mais les participants ont voulu dire 2 mots au sujet des inondations qui secouent à chaque saison les différentes communes du département, mais dont on peut tirer bien de profit. Voici la substance de ce qui se sont dit ici dans ce reportage de Geoffroy Mensan. Une approche de solution pour une meilleure gestion des inondations qui frappent de façon cyclique plusieurs communes du département du Mono. Elle est présentée et proposée ici aux maires et autres décideurs du département par son concepteur Fernando Joseph Gbayete. Doctorant en 3e année de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Fernando Joseph Gbayete a saisi cette première session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC du Mono, pour présenter une communication sur l'exploitation du potentiel des inondations, rôle de l'administration locale pour une population épanouie. Ça part d'abord de l'identification du mécanisme de survenance des inondations et après la proposition d'une base de données comme projet pour l'identification avant la mise en œuvre de tous les autres plans. Face à justement cela, moi je demande une mise en valeur des inondations. Et cette mise en valeur, c'est-à-dire passe par l'identification des points de confluence que j'ai démontré avec chaque volume d'eau nécessaire à l'exploitation. Et je renvoie plus même à la maîtrise de l'eau pour réduire le champ d'action et jouer à cette politique de fédération, de participation de la population à réellement s'impliquer avant, pendant et après les inondations, puisque désormais la politique de site d'accueil ne marche plus. Le plan ORSEC n'est pas opérationnel et donc du coup il faut réfléchir dans le nouveau contexte dans lequel nous nous retrouvons. L'autre communication qui a aussi retenu l'attention des maires et de leurs adjoints ainsi que du préfet et de son staff a été celle animée par Sir Sonji. Elle a porté sur la formalisation foncière en République du Bénin, rôle et responsabilité des élus communaux. Ils ont un grand rôle à jouer dans toute cette procédure parce que tout à l'heure, comme je l'ai évoqué, quand une partie est faussée, ça veut dire que toute la transaction est nulle. Il faut pouvoir reprendre à zéro. Or, celui qui a vendu, qui a pris son argent, vous n'êtes pas sûr de récupérer les sous chez lui. Nous avons demandé ce matin à ces élus communaux de pouvoir être rigoureux et vigilants dans toute cette procédure. Les préalables à observer pour que demain la loi ne les rattrape pas, pour que ce soit eux qui subissent les conséquences du non-respect des tests du code foncier et domanial. Alors ce matin, expressément encore et rigoureusement, on a attiré leur attention sur les principes clés de la chose à faire. Comment est-ce qu'il faut formaliser les actes, à quelle date il faut les faire, comment est-ce qu'il faut les faire quand même pour que toute chose soit très bien faite. Comme vous le savez, il est de coutume de vous souhaiter des vœux à l'entame d'une nouvelle année. Pour ne pas déroger à la tradition, je formule mes vœux, mes meilleurs vœux de santé, de paix, de succès et de prospérité à vous et à votre famille. Pour une première réunion du CDCC du Mono, des questions telles que l'emploi des jeunes et les sous-projets communautaires ont été aussi abordés. Le prince et grand maître de l'ordre de Malte en visite au Bénin s'est rendu samedi à l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou, une première depuis la création de ce centre en 1974 et qui permet à Dalatore del Tempio Sanguineto de toucher du doigt les conditions d'hospitalisation des patients. C'est Alassane Arona qui a constaté avec lui.
Il sonnait exactement 10h29 ce vendredi 24 janvier 2020 quand le grand maître de l'ordre souverain de Malte a foulé le sol de l'aérodrome de Peporiakou, commune de Natitengo. Après les civilités d'usage, l'hôte du jour et la forte délégation qui l'accompagne vont traverser la ville de Natitengo pour rallier Djougou. Ici, le cortège va d'abord s'ébranler sur le palais royal de Kilir pour une visite de courtoisie à Sa Majesté Kweto Nicolas VI. Au nom donc de Sa Majesté Kweto Nicolas VI, je voudrais dire merci à toute la délégation qui a choisi Djougou, après Cotonou et le chef de l'État, pour venir dans notre pays. La santé, c'est de l'or. Le ministre de la Santé est là et c'est pour ça que nous sommes fiers de vous accueillir et de vous dire merci. Ce n'est qu'une porte d'entrée pour développer encore des liens plus forts, pour marquer de façon encore plus forte ce geste d'humanité que l'ordre de Malte a envers ceux qui en ont le plus besoin. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour le déplacement. Passer l'étape du palais royal, cap sur l'hôpital de zone hors de Malte de Djougou. Une formation sanitaire créée en 1974 sur l'initiative de l'ordre souverain de Malte. Depuis sa création, ce centre de santé de référence est engagé à offrir des soins médico-sociaux de qualité aux populations. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide financière apportée par l'Ordre de Malte France et par l'État béninois. Je me fais le porte-parole de mes patients qui vous remercient du fond du cœur. Cette visite du prince de l'Ordre souverain de Malte, faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre d'une coopération fructueuse entre l'Ordre de Malte et les différents ministères de la République du Bénin. Une force au service du plus faible, c'est la devise de cette formation sanitaire qui dispose d'un personnel dévoué et rompu à la tâche. J'étais informé des soins de qualité offerts ici dans ce lieu de paix et de coopération, notamment concernant l'assistance aux mères, aux nourrissons, aux victimes des accidents et des maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, nos associations nationales et d'organisations de secours, dont l'Ordre de Malte France, qui travaille avec passion dans ces pays depuis plusieurs décennies, continuent de développer des projets dans 120 pays du monde entier. Au cours de cette rencontre, le personnel soignant ayant fait montre du professionnalisme dans l'exercice de cette noble fonction a été distingué. Des distinctions pour simuler l'émulation au sein de cette corporation. Nous vous invitons à plus d'abnégation car le chemin à parcourir est encore long. Nous vous exhortons à servir d'exemple à vos collaborateurs et aux usagers de l'hôpital. Permettez-moi aussi de demander à ceux qui ne sont pas décorés à plus d'engagement pour être parmi les futurs récipiendaires. Une visite guidée des différents services de l'hôpital hors de Malte de Djougou aura permis à l'hôte du jour de toucher du doigt les conditions de travail du personnel soignant et de prise en charge des patients. On va finir maintenant par des notes de culture. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les natifs des différents quartiers Wawata situés dans l'arrondissement de Zinvié ont célébré leur fête identitaire. C'était hier dimanche. Ces retrouvailles sont considérées comme des moments festifs, mais également de réflexion pour proposer des pistes de solutions aux problèmes de développement qui s'imposent aux différentes contrées de la localité. Un reportage signé Bergedor Radio. Autrefois célébrée isolément par plusieurs sensibilités de l'arrondissement de Zinvié dans la commune d'Abomey-Calavi, la fête identitaire des Wawata se célèbre cette année dans la communion et le rassemblement. Cette première édition de la nouvelle formule des retrouvailles est placée sous le signe du développement à la base par un appel au Fils capable de porter les espoirs de la communauté. Pour que nous puissions, dans un sursaut patriotique, faire en sorte que les autres localités qui n'ont pas eu le mérite d'avoir de l'électricité à ce jour puissent connaître leur essor également. C'est dire donc que dans les prochains jours, je ferai une séance de travail avec les composantes des différents Wawata pour que nous puissions réfléchir aux réels problèmes de développement des Wawata. Développement,
ça veut dire que vous avez aussi le cœur pour le développement de Wawata. Applaudissez pour eux, parce qu'ils ont compris que Wawata, développé, est aussi bon pour eux-mêmes. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour de là où on est. L'amour du prochain. Parce que Dieu a dit, si tu dis toi-même, tu dois aimer celui que tu vois, ton prochain là. Et ça, ils sont en train de pratiquer ce matin. Merci beaucoup. Une tribune pour redonner vie à la culture d'une communauté en permettant à ses membres de découvrir davantage qui ils sont et d'où ils viennent et quel chemin emprunter pour demeurer authentique. L'événement se tient à l'issue d'une large consultation. Pour sillonner et rencontrer les jeunes et les sages de chaque localité qui ont tous accordé leur violon à la chose. C'est le lieu de rappeler que Wawata est composé des villages tels que Zunto, Danji, Todja, Fanji, Famé et Koudjanada, qui sont situés dans les communes d'Abomey-Calavi et de Zé au plan administratif. On ne peut réussir la fête qu'en l'union. J'invite tous les autres enfants et fils de la localité de Wawata qui ne sont pas là aujourd'hui. Pour la deuxième édition, il faut que tout le monde se joigne à nous. Une fête qui rassemble l'instant d'une matinée des natifs de Wawata ordinaires comme ceux localisés dans les différentes instances communales dirigeantes mais qui se veut apolitique. Objectif, montrer aux sceptiques et à ceux-là qui se sont désolidarisés que l'enjeu reste le bien-être d'une localité. Et tout ceci ne pourra se concrétiser sans l'aide divine, ont fait savoir les ténors de la manifestation à leurs frères en organisant une grande messe pour inaugurer l'unité retrouvée entre les enfants issus d'un même gène. Et voilà, à l'issue donc de cette manifestation, Berger-d'Or Radio a voulu bien tendre son micro à quelques acteurs ayant participé à cette fête. Voici ce qu'ils disent à son micro. L'élément n'est pas disponible, certainement que vous allez le suivre dans nos prochaines éditions. Et quand je parle de prochaines éditions, c'est à partir de 16h par exemple pour le bulletin de l'après-midi. À 19h30, vous avez l'édition vespérale et à 22h30, vous avez l'édition de la nuit. C'est la fin de ce 13h. Je vous remercie d'avoir été là. Merci encore une fois d'avoir suivi donc cette édition de la mi-journée. On va se retrouver à 13h demain pour une autre édition du journal de la mi-journée. D'ici là, vous portez très bien.